Clémence Calvin a été sacrée cet été à Zurich vice-championne d'Europe de marathon. Mais la chose la plus impressionnante dans cet exploit, c'est qu'elle était novice sur la distance. C'était son tout premier marathon. Et comme si ça ne suffisait pas, elle avait été éloignée de la course à pied quelque temps auparavant pour donner naissance à son premier enfant. Dans cette interview, vous allez comprendre quelle stratégie Clémence a mis en place pour préparer et réussir son tout premier marathon. Elle va aussi nous expliquer comment elle a géré cette période de congé maternité et aussi, elle va nous donner tous ses conseils pour gérer une course d'endurance, pour préparer dans les meilleures conditions un marathon et aussi, elle va vous donner ses conseils pour allier vie professionnelle, peut-être vie de maman et la préparation d'un marathon, souvent jugé comme chronophage et fatigant. Je vous laisse tout de suite découvrir l'épisode. Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un coureur, l'émission de ceux qui souhaitent optimiser leur entraînement et leur préparation mentale pour faire moins d'erreurs et être plus performants. Chaque semaine, venez discuter sport, entraînement et psychologie du coureur avec deux passionnés qui le vivent au quotidien. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Dans la tête d'un coureur, l'interview. Aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Clémence Calvin. Pour ceux qui ne la connaissent pas, elle est détentrice du record de France du 10 km avec un chrono, tenez-vous bien, de 31 minutes et 20 secondes. Mais comme si ça lui suffisait pas, elle est aussi vice-championne d'Europe de marathon. Clémence, comment ça va ? Ça va très bien, merci Guillaume, merci de m'accueillir sur ton podcast. Mais on est ravis de t'accueillir. Et je suis aussi en compagnie de Fred, entraîneur du groupe élite du Stade français athlétisme, mais aussi co-animateur du podcast avec moi. Fred, ça va bien ? Moi ça va bien et puis on est avec une grande championne donc je suis comblé. Oui, une grande championne c'est sûr. Après, il y a peut-être des gens qui ne sont pas forcément très au fait de l'actualité et des acteurs de l'athlétisme. Donc du coup, Clémence, ma première question, quand tu croises quelqu'un qui ne te connaît pas, comment est-ce que tu te présentes à lui ? Je me présente rarement en tant qu'athlète parce que je pense que c'est mon travail et qu'on ne se présente pas sous sa profession. Après, si par contre un journaliste me demande de parler de moi, de ma carrière et de ce que j'ai fait jusqu'à présent, je dis que j'ai commencé l'athlétisme après avoir gagné 3 fois les crosses scolaires en CE2, CM1, CM2. En fait, c'était un truc qui était assez rare dans les écoles et les profs d'EPS m'avaient conseillé de m'orienter vers un club parce qu'en plus, je courais avec une certaine intelligence de course, de gestion de course. Donc, c'était ça qui était intéressant par rapport aux autres enfants qui partent billes en tête. Je vois très bien de quoi tu parles. Donc, du coup, je me suis dirigée vers un club. Tu pars pleine balle. Ça part vite, après ça marche. Alors moi, du coup, en fait, c'était direct inné, quoi, de gérer les courses. Donc, c'était ça le point un peu hors du commun, on va dire. De là, je suis allée dans un club d'athlétisme. Et puis ensuite, j'ai pris les années les unes après les autres, augmentant les objectifs avec les réalisations. En fait, par exemple, je faisais championne départementale, après je faisais championne régionale, après je visais les France, après les France, je visais les Europes. Mais quand tu dis que tu es une athlète de haut niveau, forcément, ça doit faire réagir. Les gens doivent te bombarder de questions. Comment est-ce qu'ils réagissent ? Ils sont étonnés. Ils me disent, mais en équipe de France ? C'est ça en fait. Et après, j'ai dit oui, mais tu fais des championnats, des grands championnats et tout, tu voyages. Alors là, les voyages, c'est un truc qui fait rêver les gens, je crois. Alors qu'en fait, quand on voyage en tant qu'athlète, on profite pas du tout. Et après, les enfants, c'est tu passes à la télé. Et ah oui, et puis il y a un truc qui sort, c'est tout le temps, vous devez faire des régimes, non ? Ça, c'est aussi... les gens, ils sont omnibulés par cette question du poids. Ils nous voient tous, mais c'est ça. Et la dernière fois, il y en a une, elle me fait « Mais il faut être maigre pour faire ce que vous faites. » Mais ça doit forcer le respect. J'imagine que tu dois avoir quand même beaucoup de respect. C'est une discipline qui est quand même assez difficile, la course à pied. Et quand tu dois parler un petit peu de tes chronos, si les gens, ils courent un petit peu le dimanche, ils doivent... Attends, mais t'es à 19 km/h sur un 10 km. Ils doivent être ultra admiratifs. Non, mais c'est vrai que j'ai un bel accueil des gens généralement, et d'autant plus depuis que je fais du marathon, c'est vrai que il y a une identification en plus parce qu'on est dans une histoire commune. Marathonien, quoi. On a un point commun, donc des émotions communes. Déjà du fait que une personne qui a fait un marathon l'a vraiment vécu intensément généralement, et donc du coup ça lui remonte pour lui-même déjà des émotions. Je comprends tout à fait ce que tu dis, Clémence, que c'est vrai quand on a fait un trail, un marathon, on a une sorte de lien qui se crée avec d'autres personnes qui ont pu vivre ce type d'expérience. Du coup, je me pose une question et j'en profite, je te la pose. Quel conseil toi tu donnerais pour gérer des courses aussi longues qu'un trail
trail et qu'un marathon? Sur les épreuves de durée, il faut gérer l'attente en fait. Il faut être patient et pas s'agiter, pas perdre d'énergie dans les. Quand la foulée est calée, en fait, faut pas perdre d'énergie. Faut rester concentré, faut garder confiance en soi. Enfin, il y a énormément d'aspects de gestion de course qui rentrent en compte dans les épreuves de durée. Et pas se tromper d'allure aussi, accepter parfois de laisser partir un petit peu pour revenir ensuite. Ok. Moi, je voulais un peu revenir en arrière là, parce que donc tu nous expliques que concrètement, tu as commencé à t'orienter sur la course suite au cross en fin d'école primaire. À quel moment tu as senti ou tu as décidé, je sais pas comment ça s'est fait, tu vas nous le dire, de t'orienter vers une carrière professionnelle en athlétisme? Est-ce que ça a été tout de suite ou ça s'est fait un peu au fil de l'eau? Bah, c'est vrai que ça a toujours été au fil de l'eau parce qu'en fait, au départ, l'athlétisme, c'était une activité périscolaire. C'est-à-dire que je m'entraînais en benjamin et en minime 2 fois par semaine en club, voilà. Après, j'ai eu la chance au lycée d'avoir le pôle espoir qui était le pôle de ma ville, de Vichy. Donc, du coup, j'ai intégré le pôle espoir, mais je m'entraînais 3, 4 fois par semaine. Après, je suis partie à la fac. Et puis après, avec la fac, le volume horaire, du coup, j'avais du mal à m'entraîner plus que 5 fois par semaine. Donc, de là, j'ai cherché une ville qui me corresponde mieux. À Marseille, il y avait une fac d'économie, puisque j'étais en licence d'économie. Ouais. Mais c'est-à-dire qu'en fait, tu as quand même pendant très longtemps, puisque là tu parles jusqu'en licence, garder une forme de double objectif, c'est-à-dire sportif et peut-être plus traditionnel pour sécuriser, non? Ah, mais en fait, autant la carrière sportive a été au fil de l'eau, autant le double projet a été au fil de l'eau aussi. C'est-à-dire que les deux m'ont toujours semblé naturels. Que je faisais de l'athlétisme, malgré les blessures, malgré les aléas, malgré les ci et là, je me suis jamais vue arrêter l'athlétisme. Et l'école, c'est pareil. Malgré les difficultés de gestion, les aléas, le fait que je trouve pas forcément ma voie professionnelle tout de suite, etc. J'ai quand même continué. C'était naturel en fait. Et du coup, ce que tu parlais des entraîneurs qui t'avaient préservé, qui t'avaient accompagné, est-ce que dans un cadre plus personnel, familial, ce choix un peu de mener du coup ce double projet sportif et professionnel a été également accompagné? Comment ça s'est passé? Est-ce que ça C'est a vrai été compris? qu'après, j'ai jamais adapté mes études à ma pratique. En fait. Donc tu as aussi bien géré les études que tu gères tes courses au final. Bah, c'est vrai qu'on peut dire que je me suis pas essoufflée sur le long. Je me suis pas découragée. Comment ont réagi tes parents, du coup, ta maman, tu disais, quand tu lui as dit non, non, mais cette fois-ci, je me lance à fond dans l'athlétisme et c'est ma voie. Mais non, en fait, après, 2014, j'avais déjà 24 ans. Oui, mais enfin, tu vois, ça reste ta maman, même quand on aura 40, c'est toujours très bienveillant et ouais, elle a forcément des inquiétudes après l'âge, t'es libre. Non, en fait, ce qui importait ma mère, c'est que j'obtienne mon diplôme, en fait, que je finisse mon cursus scolaire. À partir du moment où je me suis assumée seule, ma mère avait toujours, du coup, les conseils de la maman, mais après, j'avais pas de permission à demander, quoi. Quand on t'écoute, Clémence, on a l'impression que tout a vraiment glissé sur l'eau. T'as pas eu quand même, durant toute cette période, des périodes de doute vraiment sur le fait peut-être entre guillemets, claquer la porte de l'athlé ou des études ou pas être capable de faire les deux? T'as eu ce type de questionnement? C'est vrai que, par exemple, en 2014, après le championnat d'Europe, j'ai eu une période de sollicitation. En même temps, j'ai repris l'entraînement et en même temps, je reprenais l'école. Et j'avais envie de mener ma vie d'athlète aussi intensément, avec autant d'entraînement que quand j'étais sans école. Sauf que ça n'a pas été possible parce que j'ai été stoppée par la varicelle. J'ai coupé 3 semaines l'entraînement, j'ai repris et j'ai repris trop fort. Mais c'est un coup classique des athlètes, hein. Plus ils s'entraînent et plus ils reprennent fort, souvent, non? Ben oui, parce qu'en plus, il y a 2 semaines de repos. Et comme il n'y a pas de blessure physique, donc tu as l'impression que tu es en forme. Et plus je m'entraînais, moins c'était bon. Et en fait, après, j'ai fait une inflammation bronchique virale. Donc ça a été aussi une période compliquée qui m'a fait dire il faut absolument prioriser les choses. Et là, ça m'a fait me dire peut-être qu'il n'y a pas que la force physique qui n'est pas là, c'est peut-être que mentalement,
il y a un blocage, quelque chose qui te fait dire bah non, t'as pas envie de réussir. Et c'est là qu'en fait, du coup, bah, avec mon conjoint, m'a parlé d'avoir un enfant. Ouais, bah c'est une transition toute trouvée du coup parce qu'on avait vraiment envie d'aborder ce sujet-là de la maternité pour une sportive de haut niveau comme toi. Est-ce que tu as eu un petit peu des appréhensions sur est-ce que je vais revenir? Est-ce que pour toi c'était tout tracé? Comment tu l'as vécu? C'était naturel d'avoir un enfant durant ma carrière si je voulais qu'elle dure en fait plus que 25 ans, quoi. Mais tu es aussi dans ton pic de forme, tu es aussi là où voilà, tu es encore à l'âge où tu es ultra performante. Oui, mais la maturité, elle arrive entre 27 et 34 ans. Donc ça veut dire que si on s'arrête jamais, en fait, en gros, on tente d'avoir un enfant à 34 ans. Sauf que c'est vrai que le corps d'une athlète, il est quand même malmené, souvent avec des variations de poids, avec des anémorrhées. C'est vrai que j'aurais pas aimé rentrer dans une recherche de maternité à 34 ans. Imaginons, je peux pas avoir d'enfant. C'est pas comme faire ce processus-là de fertilité à 26. Et est-ce que tu t'es dit, si je fais le choix de faire un enfant, je prends le risque de peut-être jamais revenir à mon niveau de forme d'avant? Est-ce que tu as eu cette peur-là? C'est vrai que moi, du coup, j'ai pas du tout eu peur de pas revenir après ma grossesse. J'avais aussi les exemples de Paula Radcliffe, de Joe Pavy, qui m'a battue au championnat d'Europe du 10 000 mètres un an après avoir eu son 3e enfant. J'avais quand même une multitude d'exemples de réussite post-maternité qui faisait que j'étais très, très confiante par rapport à ma capacité à moi de revenir si j'en avais envie. Mais du coup, est-ce qu'on peut résumer en disant que tu as vécu cette maternité comme une pause redynamisante dans ta carrière? Je pense que je l'ai vécu comme un équilibrage des différents pôles, en fait. Il me manquait cette case famille comblée, quoi. Et du coup, quand tu as appris que tu étais enceinte, comment tu as géré ta phase de désentraînement? Quand on a su que j'étais enceinte, donc ça faisait 2 semaines que j'étais enceinte, j'étais fatiguée, tellement fatiguée. J'allais pas courir, alors qu'on dit qu'on peut courir encore au début. T'as plus et du tout couru? T'as arrêté quand à courir? À combien de mois? Les 2 premiers mois, je faisais peut-être 2 footings par semaine à 10 km/h. J'étais tellement fatiguée. En fait, la nidification se faisait très très bien. Et du coup, mes données biologiques, en fait, elles ont chuté pour vraiment que le bébé puisse se développer, en fait. Donc, du coup, je suis pas du tout allée courir. Et ben, c'est tout. J'étais plus athlète de toute façon dans ma tête. À ce moment-là, j'étais en conception d'un bébé. Et du Par coup, contre, j'ai couru. Hein, ah, t'as couru durant quand ma même, grossesse. ça Oui, n'a oui, pas oui. été 9 mois de repos. Enfin, Non, Là, c'est non, le non. coach qui parle. clairement. Là, c'est le coach qui Non. parle. Voilà. Non, parce qu'après, du coup, j'avais aussi des exemples d'athlètes qui ont fait des activités physiques durant leur grossesse, parce que c'est pas quelque chose qui est très développé par les gynécologues, qui Ouais. sont plutôt un peu Compétition. frileuses par rapport à ça. À partir du 3e mois, j'ai repris à courir jusqu'aux 5 mois et demi. Je courais 4 fois par semaine. Au ressenti, par contre, c'est vrai que durant ma grossesse, j'ai rien fait de cardio. Je faisais plus que un petit peu de vélo d'appartement 4 fois la semaine, mais j'ai arrêté de courir à ce moment-là, à 5 mois et demi de grossesse. Oui, mais 6 mois t'as maximum. compensé par le vélo. En fait, Voilà, est-ce que tu après as je une faisais période du vélo. où tu n'as vraiment rien fait et obligatoirement? Non. Après, j'ai fait du vélo d'appartement comme ça 4 fois par semaine. Pareil, pas cardio. Et t'en faisais avant? T'en faisais avant du vélo ou c'est quelque chose que Non. t'as commencé Oh non, je déteste. Oui, vélo d'appart, piscine, c'est pas possible. Pourtant, je pense que l'entraînement croisé, c'est bien, hein. Et ça permet en plus de faire du volume, etc. Mais comme je prends aucun plaisir à le faire, je le fais pas. Mais par contre, quand j'étais enceinte, j'aimais bien. J'aimais bien parce que en fait, du coup, c'était un moyen de faire une activité physique. Et justement, comment tu as géré un peu la reprise de l'entraînement Oui. après avoir accouché? Tu nous disais tout à l'heure que tu avais été malade par le passé, que tu avais repris pleine balle et que du coup tu t'étais blessée. Est-ce que là, tu as été raisonnable, Clémence? Oui, parce qu'en fait, du coup, c'est vrai que j'ai pouponné, donc j'étais encore dans une vraie phase de transition. Autant j'avais des exemples d'athlètes qui avaient repris un an après, qui étaient très fortes, même 7 mois après. Sarah Morera, elle avait fait 2e à la Coupe d'Europe du 10 000 derrière moi. Donc, du coup, je savais que si je voulais, je pouvais reprendre rapidement. Mais moi, en fait, j'ai allaité mon petit jusqu'à 8 mois. Donc, j'ai vraiment profité. J'ai vraiment pris la reprise comme du plaisir, quoi. J'ai trottiné, fait du footing jusqu'au mois de juillet. Ouais. Après, à partir de là, je faisais en parallèle du renforcement physique général. À partir de là, j'ai commencé à faire vraiment une grosse phase de préparation physique, plus intense. J'ai coupé 2 semaines. Là, j'ai repris footing un peu plus rapide et fartlek.
Mais toute cette phase, elle s'est faite, là, ça va être l'entraîneur qui va parler, Ouais. qui se questionne. Elle s'est faite uniquement avec ton coach, hein, qui est aussi ton compagnon, Oui. comme on le sait, ou t'as bénéficié, je dirais, d'un préparateur physique type réathlétisation, ce genre de choses qui te Non. guidait un peu. Non, c'est vrai qu'après, c'est vrai que j'ai la chance que Samir soit très très compétent dans tout ce qui est préparation physique. Après, il y a une chose qui est certaine, c'est que je m'écoute énormément, aussi bien dans l'entraînement que dans la préparation physique, et d'autant plus quand j'étais en phase postpartum, je m'écoutais énormément. Ok, justement, par rapport aux modifications qui interviennent dans le cadre de la grossesse, Mhm. tu nous as dit, hein, en introduction, que des fois on te questionnait sur les régimes qu'on devait faire. Mhm. Inévitablement, t'as un corps qui change pendant la Oui. grossesse. Comment, en tant qu'athlète, qui est plutôt une athlète fit, hein, les demi-fondeuses, les fondeuses, t'as vécu ça? Ça a été quelque chose que t'as bien vécu, ou rapidement t'as eu une sorte de, je vais pas dire obsession, mais de dire bon, bah Non. faut que je retrouve sur mon allure de forme, mon poids de forme, où ça a été Non, non, vraiment. pas du tout. Déjà, c'est vrai que j'ai été enceinte, j'ai pris les 3 premiers mois, je pense que j'ai pris 6 kilos. En fait, normalement, on prend rien les 3 premiers mois. Moi, c'est Ouais. là où j'ai le plus pris. Et puis c'est tout. En fait, ça m'a rien fait. Je l'ai pris comme la nature, quoi. Veut bien. Ouais. C'est comme ça. Faut Oui, bien que le bébé t'as il profi- puisse. t'as profité, quoi, sans te prendre la tête. Ouais, j'ai même pas profité dans le sens, Ouais, j'ai gardé une hygiène alimentaire ouais. correcte, même si c'est vrai que ça faisait au moins 5 ans que j'avais pas mangé de kebab et là j'avais des envies de kebab. Mais C'est bon, pas les fraises alors, c'est pas les non, fraises. c'est pas trop les fraises. C'était de manger un peu gras et tout, des trucs que j'avais pas l'habitude de manger. Mais bon, au final, après, ça m'est vraiment passé durant la grossesse aussi. Mais ensuite, j'ai allaité jusqu'à 8 mois. Et en fait, jusqu'à ce que j'arrête d'allaiter mon petit, j'acceptais de pas retrouver un corps d'athlète. Dans le sens où le bébé, déjà, il a besoin de mon lait. Et puis, du fait que tout ce qui se joue hormonalement quand on allaite, on peut pas aller contre la nature. Donc, la relaxine, la prolactine, voilà, c'est toutes des hormones qui font que le corps a pas une tonicité normale. Et est-ce que pendant cette période de reprise de la course à pied, tu t'étais déjà dit je vais revenir sur marathon? Parce que c'est une distance que tu connaissais pas finalement. Tu avais déjà fait le semi-marathon de Lisbonne, mais le marathon jamais. Comment ça s'est passé? En fait, déjà, c'est vrai que le marathon de Lisbonne, j'avais pas prévu de le finir parce qu'à la base, je devais le faire pour le label de la course. Ouais. Et voilà, je devais y aller pour rendre service. Sauf qu'ils m'ont invité 4 jours avant, ils me font parler à la conférence de presse en me demandant mes intentions de course, etc. Et Ça là, sent je me suis l'arnaque. sentie un peu Ça sent piégée. l'arnaque. Ils te mettent bien la pression là. Je me suis dit, bon, je peux pas Je peux pas, je dois abandonner manger un en fait. kebab. Mais j'étais en prépa cross, en fin de prépa cross et tout, donc j'avais pas préparé le semi. Et quand je l'ai couru, en fait, je me suis dit, punaise, en fait, le marathon, là, je viens de faire 1h11-17, ça peut être un temps de passage. C'était tellement, en fait, automatique, l'allure. Et ce que je me disais, c'était que c'est mental, en fait. C'est vraiment l'habituation à l'effort long, à maintenir l'allure, mais c'est pas dur. Je me disais, c'est pas dur. Donc, c'est là que je me suis dit, je ferai un marathon maximum 2018, mais je pense pour l'automne 2017. Puis finalement, j'ai fait le championnat du monde de semi à Valence en mars 2018, donc pile un an après la naissance du petit, et je fais 1h11-52, sachant le volume que j'avais pas, le volume d'entraînement que j'avais pas, enfin Ouais, le fait que j'avais allé, c'est prometteur. ouais voilà, c'était une Prometteur, belle ouais. reprise, un bon indicateur, et en fait c'est comme ça que j'ai eu l'opportunité de pouvoir me présenter pour mon premier marathon au championnat d'Europe. Ouais, donc c'est vraiment parce que tu avais des aptitudes, des prédispositions à la course d'endurance que tu t'es lancé sur marathon. C'est un choix qui s'est fait un petit peu naturellement. Mais du coup, quel conseil tu Oui, pourrais voilà, c'est donner aux ça. gens qui voudraient se lancer sur marathon? Quelles qualités ils doivent travailler pour vraiment optimiser leurs résultats et leurs performances? Si on cherche une performance sur le marathon, c'est quand même intéressant d'aller travailler sur des distances comme le 10 km, s'habituer un petit peu à la durée de l'effort sur le semi, et puis ensuite se lancer sur un marathon pour l'aborder avec plus de plaisir, hein, en fait, parce qu'on a quand même des allures de course intéressantes dans les jambes déjà.
Ok, donc dans un premier temps, on doit aller travailler sa vitesse sur un 10 km par exemple, puis ensuite travailler la gestion de l'allure sur semi-marathon, et quand on est en aisance, on peut se lancer sur marathon. Mais sinon, Clémence, toi, quelles difficultés tu as rencontrées pendant ta prépa marathon? Par exemple, on dit qu'il faut beaucoup borner, il faut faire énormément de kilomètres pour être performant sur marathon. Toi, tu faisais combien de kilomètres par semaine au maximum pendant ta prépa? Mon maximum, c'était 165, 170, 2 semaines. Après, les autres semaines, c'était 140, 130, 120. C'était compliqué. C'était l'été. Il faisait très chaud. J'avais mon fils, donc avec toutes les contraintes que ça engendre, que ce soit déjà, par exemple, le ravitaillement. Coureur de demi-fond, on a l'habitude de pas du tout boire. Donc, c'est un aspect qui est hyper important pourtant pour pouvoir enchaîner les efforts. Donc, c'est des habitudes à prendre. Après, il y a les chaussures parce que l'été, en plus, les pieds gonflent. Donc, j'ai eu des ampoules. La gestion de la garde de mon fils, c'est vrai qu'il y a eu des choses compliquées comme ça qui ont fait que j'ai pas pu faire tout ce que j'aurais voulu faire en fait. Et heureusement pour les concurrentes alors, parce que déjà vu le résultat, on peut que se féliciter. Ça va être quoi quand tu seras en forme avec Sarah? Mieux, j'espère. Inévitablement, mais du coup la question qu'on peut se poser, c'est la fatigue physique était beaucoup plus présente avec tout ce travail de préparation marathon. La récupération, tu la gères comment? Du coup, tu mets quoi en place pour mieux récupérer? Parce que je suppose que je sais pas si c'est massage, cryo ou autre chose. Oui, oui, exactement. En fait, c'est vrai que je disais, un point important, c'est s'hydrater pendant l'effort. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a permis au fil de la prépa d'accepter de mieux en mieux la charge d'entraînement. C'était un point en fait que je négligeais et j'ai fait des 30 bornes sans eau et en fait c'est juste une erreur fondamentale quoi, c'est la base. Bien manger, bien reconstituer ses réserves aussi et puis le massage. Ouais, ça on précise que le massage sportif, voilà, c'est un massage très particulier. Hein. Tu peux en témoigner, c'est pas forcément agréable. C'est 1 heure et demie de temps. Après, c'est vrai que ça dépend parce que ça dépend de qui masse, mais c'est vrai que c'est pas très agréable. Mais le but, c'est pas non plus de casser le muscle et donc d'appuyer trop fort. Ça, c'est un gros point fort de pouvoir bénéficier de massage durant une préparation. C'est un gros point fort. C'est pour ça que pour ma deuxième prépa, je vais partir au Kenya. Et là, ce sera des conditions optimales parce que je vais avoir les massages, les partenaires d'entraînement, le cadre en altitude et la chaleur. Et donc, si tu vas au Kenya, c'est pour préparer le marathon de Paris. On a vu dans la presse que tu allais courir le marathon de Paris, donc tu vas en altitude pour ça? Oui, je suis en train. Là, je me considère en préparation pour le marathon de Paris, même si c'est vrai que je suis pas à 3 mois de l'échéance, je suis un peu plus actuellement, mais je me considère en prépa pour Paris là maintenant. Et du coup, c'est quoi ton objectif pour Paris? Est-ce que c'est aller chercher la place de la première féminine ou c'est plutôt d'aller claquer un gros chrono? Bon, on sait que c'est un parcours un peu difficile, Paris. Oui, c'est vrai que c'est un parcours difficile, mais en même temps, il y a eu des très belles performances sur ce parcours-là. C'est vrai. Parce que je crois qu'on a eu, on a eu le record d'Europe, non? Oui, le record de Mademoiselle tracé. Ouais, le record de France aussi, de Christelle. Donc, c'est quand même... Un marathon, il fait chaud aussi un petit peu, mais bon, si tu reviens du Kenya, tu seras peut-être... Voilà, c'est ça, je serai quand même acclimatée aussi. C'est pas comme si ce sera les premières chaleurs pour moi. Donc, et puis, du coup, non, et puis c'est une ville magnifique. Donc, je veux dire, la France, on a quand même un patrimoine magnifique. Donc, courir n'importe où en France, c'est un plaisir. Ah bah c'est la pour fête les à yeux, Paris, quoi. Quand il y a le marathon. Et en plus, en plus le marathon, ça va être une grande fête avec déjà du monde. Sur mes réseaux sociaux, on est déjà en train de m'encourager parce que quand ça a été annoncé que j'allais faire Paris, j'ai eu je sais pas combien de messages d'un coup. Ouais, du coup, c'était super plaisant. Ma sœur m'a dit qu'elle va courir aussi le marathon. Hein. Génial. Elle est sportive, ta sœur? Ouais, elle fait, je sais pas, enfin, bon, elle s'entraîne pas beaucoup, hein, mais je pense qu'elle a fait 1h31 au semi. Ah ouais, donc c'est déjà pas mal. Ouais, c'est même très bien, ouais. Ah, cette famille, alors. Ça, Fred, il veut l'entraîner. C'est quoi, justement, la vision que tu portes? Le marathon, c'est une course qui est extrêmement populaire et il y a même beaucoup de coureurs qui commencent la compétition par le marathon. Ça peut sembler curieux quand il y en a une professionnelle comme toi, mais c'est la réalité. Comment tu peux expliquer, toi, tout cet engouement autour de cette course pourtant très difficile? Bah, justement, parce qu'on dit qu'elle est très difficile. Donc, c'est devenu un défi pour les gens que de la faire. Après, c'est vrai que moi, quand j'ai abordé le marathon, je l'ai beaucoup désacralisé.
parce que à un moment donné, il faut pas non plus aller sur l'objectif avec la peur de la distance, la peur de ce qu'on va avoir à faire, à surmonter, etc. C'était, pour reparler de ma prépa, c'était une préparation difficile, les muscles ont souffert, etc. Je disais à Samir qu'il il se plaint pour son 800-1500 d'avoir mal aux jambes, mais il sait pas ce que c'est d'avoir mal aux jambes. Quand on a fait le marathon, après, c'est vrai qu'on découvre son corps aussi autrement. Mais je comprends que ce soit un engouement parce que partir sur une ligne de départ avec 30 000 personnes, rien que déjà, quand j'ai fait mon premier 10 km sur route, j'ai trouvé ça super, l'ambiance de la route. Je veux dire, au départ, le speaker, il dit « Allez, tout le monde frappe des mains !» Et là, on frappe tous des mains. À l'Equina de Marseille, Johnny Hallyday venait de mourir. On a fait l'envie d'avoir envie, et là tout le monde chantait et tout. Du coup, tu pars pleine balle et tu sais, tu grilles tes allures. C'est l'excitation. C'est ça. Ouais, non, mais en plus, c'était ça. J'avais fait un 5 km ce jour-là. Sur un 5, ça va. De Marseille. Mais c'est ça, enfin, je veux dire, c'est une trop belle ambiance, la route. Et en même temps, on part sur la même ligne que tout le monde. C'est une des particularités, comme tu dis, on part tous sur la même ligne. On est, je pense, le seul sport au monde où tu as les meilleurs athlètes mondiaux qui font les JO, qui sont champions d'Europe, et des personnes lambda, hein, ça c'est pas péjoratif, mais des inconnus qui courent dans la même course. Je pense qu'il n'y a aucun autre sport qui fonctionne comme ça. Tous ceux qui vont faire Paris vont pouvoir courir avec la vice-championne d'Europe du marathon. C'est quand même pas rien. Et puis on foule un macadam privatisé pour l'événement. C'est quand même un truc incroyable. Et le record de France, alors est-ce que tu l'as un petit peu dans le viseur? Alors là, on a vu tes performances sur un premier marathon, on y pense forcément, je pense que... Bien sûr, parce qu'en plus, c'est vrai que je me suis rendu compte que j'étais sur 2h26 quand j'ai regardé le chrono dans la dernière ligne droite. J'étais tellement focalisée sur la place et le championnat, l'intérêt du championnat qui est de faire une médaille, que je me posais pas du tout la question du chrono. J'ai eu aucune idée de temps de passage. Voilà. En plus, je repérais mal les kilomètres. Je voyais juste ma Garmin qui bipait. À chaque kilomètre, tu regardais ou tu... Oui, je pense qu'au moins jusqu'au 35, je regardais mes temps de passage sur les kilos. Bah, en tout cas, à la télé, on voyait aussi Samir qui était sur certaines portions, qui devait te donner des indications, non? Au niveau chrono, non. Il me disait, reste patiente. La gestionnaire. Comme au cross du collège, Clémence, comme au cross du collège. Et moi, du coup, dans ma tête, je me disais, laisse-les se fatiguer, retourne te cacher. Alors, je retournais derrière. Mais avoir Samir à côté de moi pendant le championnat, c'était quelque chose de super. Surtout, franchement, au 37e, il me voyait pour la dernière fois avant l'arrivée. Et on était encore 4, je pense, dans le peloton de tête. Et donc, j'ai senti une intensité dans sa voix, une intensité émotionnelle, qu'il était vraiment en train de vivre la course à 100%. Ouais, c'est génial, c'est génial. Et là, je me suis dit, punaise Clémence, ça va être dur. C'est dur pour tout le monde. Ça va être dur. Il faut que tu changes de braquet. Parce qu'en fait, c'était à ce moment-là où la fille devant, elle commençait un petit peu à partir, 5 mètres, 6 mètres. Parce qu'en fait, dans le marathon, on est tellement dans une automatisation de la foulée qu'à un moment donné, si on se fait pas violence, on reste dans la foulée qu'on a en fait. Et donc, du coup, à ce moment-là, quand j'ai entendu l'intensité dans la voix de Samir qui était vraiment en train de vivre le truc, ça m'a permis de repartir en fait, de reprendre un rythme. Et on a fini les 2 derniers kilos en 3:13. Ouais, t'es jamais seul. T'es jamais seul, t'es porté. C'est quoi un petit peu la vision que tu portes sur le Nike Breaking 2 et sur cette barrière des moins de 2 heures qui paraissait en tout cas complètement irréaliste il y a moins de 3 ans. On l'a vu des petites ça sur paraissait, le dernier, mais là on a l'impression que c'est concret. Aucun athlète n'y croyait. Et voilà, personne n'y croyait. Et en tout cas, là, bam, on a vu un Kipchoge très en forme. C'est quoi, toi, ta vision sur ça? Moi, ce que je trouve bien sur ce genre de projet, c'est que déjà, ça montre que les marques se mobilisent toujours pour l'athlétisme. Et ça, c'est important parce que, mine de rien, c'est le nerf de la guerre. Que les grandes marques se mobilisent parce que c'est là qu'il y a les financements. Et sans financement, il n'y aura plus d'athlètes de haut niveau parce qu'on ne peut pas courir pour manger
Du foin. J'ai une petite vache de mon fils, devant les yeux qui est en train de manger de l'herbe. Donc ça me fait penser à ça. Je me dis, on ne peut pas manger de l'herbe, il faut bien. Et pareil pour le double projet. Si j'avais pas gagné des sous au cross, par exemple, j'aurais pas pu faire mon double projet sereinement. Donc voilà, c'est important que les marques se mobilisent. Et puis la chose qui est super intéressante sur un projet comme ça, c'est qu'en fait, on aide l'athlète à courir et à se dépasser sur des allures dans un cadre et un environnement très favorable pour ça. Ce qui fait que lui, on prend confiance en ses capacités à rompre cette barrière-là. Et aussi, il l'a vécu. C'est un peu comme de la survitesse en descente, en fait. Il sait qu'il a déjà fait ces allures-là, il connaît, Voilà. Il se dit, oui, je suis capable. Ça désinhibe tout, quoi. C'est hyper important, la confiance, pour faire des performances. C'est le premier aspect. C'est sûr. Et toi, puisque tu abordes ce sujet, toi, tu la travailles particulièrement, cette confiance? J'ai fait de la sophrologie et préparation mentale sportive avec Patrick Ladouce, qui est un préparateur mental plus spécialement du rugby. Et franchement, ça a été un travail qui m'a permis de me centrer sur moi, sur mes sensations, et aussi de faire de la visualisation, de découvrir la visualisation. C'est quelque chose qui permet d'anticiper les aléas avant la course, parce qu'on peut visualiser ce qui se passe avant la course, la préparation, etc. Et aussi durant la course, le relâchement, le plan A, le plan B, qu'est-ce qu'on fait si ça se passe pas comme on veut, etc. Enfin voilà, un travail que maintenant je fais en autonomie. D'accord. Je l'ai travaillé 1 an avec un préparateur mental et depuis 2009, je travaille en totale autonomie. Quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui veut se lancer sur marathon, mais qui n'est pas forcément un athlète de haut niveau et qui doit aussi faire avec sa vie de famille, avec son travail? C'est quoi les conseils que tu pourrais lui donner? Déjà, franchement, rien que de vouloir le faire, je trouve que c'est une belle chose. Parce que au-delà du simple fait de faire la course, ça va forcément ancrer la personne dans une hygiène de vie qui est bonne. Après, le conseil vraiment, c'est que ce soit une activité périprofessionnelle. Voilà. Parce que je pense que, surtout pour le premier marathon, ce qui paye, c'est la régularité de l'entraînement. Donc, par exemple, même si c'est 2 fois par semaine, c'est y aller tout le temps 2 fois par semaine. Si c'est 3 fois ou 4 fois, voilà, selon ce qu'on peut faire, mais respecter le fait qu'on est avant tout un travailleur, parce que sinon c'est là où voilà, on va avoir des blessures, des carences, ou des mauvaises humeurs, ou trop de stress, ou voilà. Faut pas mettre trop d'enjeux dans la chose et le prendre comme du plaisir. Et que ça reste équilibré avec sa vie personnelle, sa vie professionnelle et sa vie familiale. Maman. Il vient d'arriver, il a ouvert la porte comme un petit foufou. On va évidemment te laisser profiter de ton petit chou. On a encore une petite question qu'on pose à tous nos invités. Est-ce que déjà, il y a une citation chez toi qui résumerait au mieux ton état d'esprit? Avant une course, pour me mettre dedans, c'est vraiment le regard qui change pour me dire maintenant tu te concentres sur ton truc. Après, les mots qui me reviennent souvent, c'est en course, c'est confiance, motivation, relâchement. C'est les 3 mots, c'est mes 3 mots. D'accord. Et si tu pouvais revenir 15 ans en arrière, quel conseil tu donnerais à la petite Clémence de 13-14 ans? C'est quoi que tu pourrais lui dire? Ce que je lui dirais, c'est Clémence, fais tes choix avec le cœur. Je pense que c'est ce qui permet d'être le plus en phase avec soi-même et d'aller le plus loin possible. Mon fils vient de me prendre le téléphone, c'est lui qui Il veut faire l'interview. C'est un futur coureur. On l'invitera dans 20 ans, Clémence, c'est promis. Eh bien, ce sera le mot de la fin. J'espère que l'interview vous a plu. Si vous voulez suivre plus en détail la préparation de Clémence Calvin jusqu'au Marathon de Paris, eh bien, je vous invite à la suivre sur les réseaux sociaux. Elle est présente sur Instagram, mais aussi sur Facebook, Clémence Calvin officielle. Je vous invite vraiment à l'ajouter parce qu'elle met plein de contenus super intéressants quand on prépare une compétition. Et puis, nous, on se retrouve maintenant dans le prochain épisode, dans la prochaine émission avec Fred, où on va parler du stress et de comment le sportif peut optimiser sa gestion du stress pour améliorer ses performances. Vous allez voir, c'est un sujet qui va être super passionnant. Je vous remercie et je vous dis à très vite.